Bonjour à toutes et à tous, et pour prolonger notre grand dossier de la semaine sur les comètes, les astéroïdes et les météorites, dans ce nouveau Café Science, aujourd'hui, on va essayer de comprendre en quoi ces objets extraterrestres sont en quelque sorte les archives de notre système solaire, et également pourquoi ils pourraient, je dis bien pourraient, ils pourraient être à l'origine de la vie sur Terre. Générique. Donc, bienvenue dans ce nouveau Café Science, organisé aujourd'hui en partenariat avec nos amis du CNES, le Centre national d'études spatiales. C'est une émission en public et dans laquelle nous allons répondre à toutes les questions que vous avez posées sur nos réseaux sociaux. C'est Anaïs qui va nous transmettre vos questions, Anaïs. Et oui, les internautes ont posé leurs questions sur notre site l'espritsorcier.org ainsi que sur Facebook et sur Twitter, #EspritSorcier. Merci. Alors, pour répondre à toutes nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts et très bons vulgarisateurs du sujet également, parce que c'est une émission grand public. Je vous présente Jean-Pierre Bibring. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Alors vous avez participé, vous participez encore à de nombreux programmes internationaux pour envoyer des sondes dans l'espace, aller étudier les planètes, les astéroïdes aussi. Donc les planètes, vous les connaissez par cœur, mais j'aimerais savoir en quoi les astéroïdes ont quelque chose de particulier, ou les comètes également, qui pourraient nous raconter un peu les archives de notre système. Si vous voulez, quand on regarde le système solaire, on s'aperçoit que la Terre est différente de Mars, de Vénus, de Mercure. Il y a une incroyable diversité. Et on se dit que pour comprendre cette diversité, il faut remonter aux sources. Qu'est-ce qui était à l'origine qui a conduit à des chemins d'évolution différents? Les comètes et certains des astéroïdes, c'est des objets tellement petits, tellement froids, qu'ils ont conservé, depuis qu'ils ont été formés, en même temps que les planètes, toutes les conditions qui prévalaient alors. Donc en les étudiant, on a un certain accès aux conditions qui ont fait qu'effectivement, ensuite, des objets plus gros, la Terre, Mars, ont pu évoluer différemment. Donc ce sont des objets, parce qu'ils sont froids, n'ont jamais évolué pour l'essentiel. D'accord, donc ce sont des sortes de machines à remonter le temps qui nous racontent plein d'histoires. Voilà, c'est pas tant que ça remonte le temps, c'est que ça a figé le temps très tôt Oui, dans c'est ça. l'histoire. Et comme ça a figé le temps et qu'on a la chance de temps en temps d'en récupérer, en les récupérant, on analyse quelles étaient les conditions qui prévalaient lorsque nous-mêmes, si je puis dire, nos planètes se sont formées. D'accord, on va y revenir dans le détail dans cette émission. Bonjour Michel Vizot. Bonjour. À vous, vous avez un parcours super, vous êtes vétérinaire de formation, vous avez pratiqué comme vétérinaire et puis un jour, vous avez postulé pour devenir spationaute pour le CNES, c'est ça? Vous deviez emmener des animaux dans l'espace? Tout à fait, j'étais sélectionné pour participer à un vol franco-américain et faire de la physiologie sur des primates non humains, puisque on en faisait, et j'étais aussi censé être cobaye à un certain moment. Voilà. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais bon. À cause du mur de Berlin, on ne va pas revenir dans le détail, mais il y a un certain nombre de missions qui ont été annulées à ce moment-là et vous ne l'avez pas fait. Mais en tout cas, vous êtes tombé en plein quand même dans ce sujet passionnant de l'exobiologie, puisque aujourd'hui, vous êtes exobiologiste, on dit comme ça? Je suis surtout responsable de l'exobiologie au CNES. Les vrais exobiologistes, ce sont les scientifiques qui sont dans les laboratoires du CNRS, ou de l'INSERM ou du CEA, mais ce sont plus les scientifiques. Alors, je suis une sorte d'exobiologiste honoris causa. D'accord, ça veut dire que vous êtes responsable de ce programme qui consiste à rechercher la vie dans l'univers. Voilà, c'est un grand terrain de jeu. Bah, j'imagine. Alors, vous vous intéressez aux vivants, hein, on l'a vu, vous vous intéressez aussi aux étoiles. Justement, quel est le lien entre les météorites et la vie aujourd'hui? En 2 mots, parce qu'on va y revenir, mais c'est quoi? Des météorites, on en a reçu et on en recevra beaucoup encore. Et on pense qu'au début, ça a pu apporter un certain nombre de produits qui ont été, que l'on retrouve dans la vie. Et on pense que ça a pu avoir joué un rôle et toute la science que l'on fait, essayer de, entre autres, de voir si ces relations sont réelles ou imaginées. Vous allez nous raconter ça, c'est passionnant. Jérémy Vaubaillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, vous êtes un grand spécialiste des astéroïdes et des comètes. Et pour mieux les connaître, justement, et pour mieux les observer, vous êtes un des cofondateurs du programme Fripon. Et en fait, c'est un programme participatif qui consiste à essayer de faire en sorte d'accumuler le maximum d'informations sur tout ce qui tombe sur Terre. C'est ça? Exactement, c'est un projet d'installation de 100 caméras pour observer les chutes de météorites en France.
Alors vous voulez mobiliser tous les Français pour qu'on puisse aller chercher des météorites sur le terrain, pour qu'on puisse les observer quand elles rentrent dans l'atmosphère, c'est ça? Tous les Français, mais pas en même temps. Ah, ça ferait un beau réseau pourtant. Ah oui, exactement. Et pourquoi ça? C'est parce qu'autrefois, il y avait peut-être plus de paysans dans les champs qui voyaient les choses tomber. Aujourd'hui, on manque d'informateurs sur le terrain. Exactement. En fait, avant, les gens connaissaient le ciel, les gens observaient le ciel. Et peut-être il n'y avait pas de lampadaire, donc on pouvait voir le ciel. Aujourd'hui, on est tous devant nos écrans. Et en plus, quand on est en plein milieu d'une ville, même si on voulait voir les étoiles, on est gêné par la lumière. Donc on s'est dit il faut remédier à ça. Et donc on va mettre des caméras partout en France pour observer 24 heures sur 24. D'accord. En tout cas, c'est passionnant, mais c'est inquiétant aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'objets qui nous tombent sur la tête. Il y a beaucoup d'objets qui tombent, on va dire, en haut de l'atmosphère. Il y en a déjà beaucoup moins qui arrivent jusqu'au sol. Et ensuite, c'est pas vraiment inquiétant. Si c'était vraiment inquiétant, ça se saurait. Ouais, on verra quand même dans le détail, mais il y en a combien? Est-ce qu'on sait à peu près combien d'objets tombent au sol en France? En France, on estime qu'il y en a entre 2 et 5 par an. Très bien. Alors, on va aller tout de suite vers Anaïs et vers les premières questions. Et oui, on a une question pour mettre un petit peu les choses au clair de David qui demande tout simplement quelle est la différence entre comète, astéroïde et météorite. Question indispensable pour bien savoir de quoi on parle dans cette émission. Alors, on a 3 mots, on a 3 invités. Je vous propose d'en prendre chacun un. Jean-Pierre Bibring, une comète. Alors, ce qu'on appelle comète en général, ce sont des objets donc, de petite dimension, faits essentiellement de glace. Mais on va voir que ce n'est pas forcément que de la glace, mais il y a suffisamment de glace dedans pour que ces objets, lorsqu'ils s'approchent du Soleil, la glace se sublime, se transforme en vapeur. Ça envoie énormément de poussière dans l'espace et à ce moment-là, ça développe les fameuses queues que l'on peut voir. En général, les gens les voient rarement, mais on a de belles images de cela au télescope. Et à ce moment-là, on sait que cet objet-là, venu de très très loin, passe tout près du Soleil et dans certains cas, s'enroule autour du Soleil et devient réellement ce qu'on appelle une comète observable. Donc c'est un objet de petite dimension, formé en même temps que les autres objets du système solaire, il y a plus de 4,5 milliards d'années, mais qui contient suffisamment de ce qu'on appelle des espèces volatiles de glace pour que lorsqu'il s'approche du Soleil, cette glace se transformant, forme cette forme très caractéristique. Et pourquoi ça s'appelle comète? Parce que coma en latin, ça veut dire chevelure. Ce noyau qui est de très petite dimension, quelques kilomètres, s'entoure immédiatement d'une atmosphère de plusieurs millions de kilomètres qui devient observable. Michel Viseau, un astéroïde. Vous avez révisé? Alors, un astéroïde. Ah non, je n'ai pas révisé. Puis dans mes études vétérinaires, je n'ai pas vraiment appris ce que c'était. Mais j'en ai déduit, d'après les voisinages dans mon milieu professionnel cette fois-ci, que donc, les astéroïdes sont des corps essentiellement constitués de roches, peut-être parfois de métal, mais essentiellement de roches, qui sont sur une orbite solaire et qui sont de petite taille. Donc il y en a qui forment une ceinture, la ceinture des astéroïdes, et on considère que c'est en fait une sorte de planète avortée entre Jupiter et Mars. Et Jupiter aurait empêché cette planète de se former. Et c'est pareil, de temps en temps, ils sont déstabilisés dans leur orbite solaire et ils croisent l'orbite des planètes intérieures, des planètes telluriques, et notamment les planètes de la Terre. Et quand ils croisent l'orbite de la planète de la Terre, on dit que ce sont des météorites géocroiseurs. C'est ceux qui font peur. Au croiseur parce qu'ils croisent l'orbite de la Terre. Alors bon, bien entendu, après, il faut que la rencontre est possible, mais elle n'est pas toujours faite, heureusement. Mais il y a énormément de météorites et de comètes qui sont tombées sur Terre et sur la Lune, et donc on a des traces que, il y en a eu beaucoup qui sont passées quand même. D'accord. Merci pour cette définition aussi. Le 3e mot, c'est météorite. Alors, un ou une météorite, ça dépend ce qu'on prend. On va dire, pour faire simple, que c'est un astéroïde, donc un rocher, qui est rentré dans l'atmosphère terrestre. En rentrant, il s'est échauffé, il a perdu 90% de sa masse. Donc il reste, on va dire, un petit caillou qui arrive jusqu'au sol. Et donc on peut le ramasser, ce caillou, c'est ce qu'on appelle une météorite. Donc, astéroïde qui a traversé l'atmosphère et qui arrive au sol. Exactement. Ça devient une météorite. C'est ça. D'accord. Donc quelque part, c'est le cœur d'un astéroïde. Puisque tout ce qu'il y avait autour, en fait, a fondu au moment où c'est rentré dans l'atmosphère. D'accord, donc on est vraiment dans le cœur de l'astéroïde. On est dans le cœur de l'astéroïde. C'est pour ça que c'est intéressant à étudier. Exactement. Merci beaucoup pour ces précisions. Anaïs, une autre question. Oui, alors on a une question de Florian qui nous a envoyé un mail pour nous parler de son inquiétude. Et il écrit « Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il se passerait si le ciel venait à nous tomber sur la tête. Nous connaissons tous l'hypothèse qui lie la fin de l'ère des dinosaures à la chute d'un astéroïde, et il n'est pas invraisemblable que l'ère humaine se finisse d'une façon similaire.
À ce jour, savons-nous évaluer le risque de la chute d'un corps céleste massif sur Terre et quels sont les moyens dont nous disposons pour tenter d'éviter un tel cataclysme? Je suppose que vous avez tous une réponse là-dessus. Jérémy, peut-être commencer? Alors, D'abord, est-ce qu'on arrive à les connaître? on ne peut les connaître que si on les observe. Et donc, heureusement, on a des télescopes qui scannent le ciel en permanence, dont le seul but, c'est de découvrir des astéroïdes, de mesurer leur trajectoire et de voir si leur trajectoire croise la Terre aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans un siècle. Donc, alors, est-ce qu'il y en a? il y en a beaucoup. Combien? On les connaît? On connaît le nombre? Aujourd'hui, je crois qu'il y en a à peu près 10 000. Combien? 10 000. 10 000 10 000 géocroiseurs. géocroiseurs. C'est énorme. Mais on sait, pour avoir mesuré le taux de ces objets-là, la fréquence auquel ils peuvent tomber, que d'une part, plus ils sont gros, moins il y en a. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on sait, comme on disait tout à l'heure, que des météorites de la taille du poing sur une surface de l'ordre de la France, il y en a quelques-uns par an. Mais dès qu'on augmente la taille, la probabilité, bien sûr, devient beaucoup plus faible. Le dernier gros de la taille de cette pièce qui est tombé, il est tombé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, avant que l'homme n'existe, en fait. Et on en a la trace, c'est le fameux météore-cratère en Arizona, dont on a pu retracer, d'ailleurs, un peu l'histoire et on sait ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, quelque chose capable de faire un cratère d'inférieur à 1 km, ce qui n'est pas un gros cratère, c'est typiquement tous les dizaines de milliers d'années. Et si maintenant vous voulez avoir quelque chose comme ce qu'on disait pour les dinosaures, c'est-à-dire un objet de l'ordre du kilomètre, qui là peut vraiment être responsable d'une extinction, au sens où on le disait dans la question par Rappel, rapport... il y a 65 millions d'années, quoi. Voilà, c'est 1 tous les 100 millions d'années. Donc vous voyez, on a le temps, si je puis dire. Alors, ça bien dépend, sûr- il y a combien de temps le dernier? 65, Oui, alors c'est toujours 100 ce qu'on- millions? Non, mais c'est encore une fois. Mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est que maintenant, effectivement, on est capable, alors pas forcément aujourd'hui, mais à l'échelle des décennies qui viennent, de mettre à poste un système de surveillance qui sera capable réellement d'observer les objets de petite dimension, ceux qui peuvent quand même causer des gros dégâts, c'est-à-dire typiquement des objets de l'ordre du kilomètre. On peut les mettre en évidence et on pourra les mettre en évidence suffisamment tôt pour qu'éventuellement, aussi à l'échelle de quelques décennies, on puisse envisager d'aller modifier leur trajectoire si vraiment l'un d'entre eux risquait de percuter la Terre proprement dit et non pas simplement de passer à 1 million de kilomètres. Vous savez, quand ça passe à 1 million de kilomètres, on dit que ça passé quasiment, du point de vue astronomique, c'est quasiment un impact. Ouais. Mais bien sûr, du point de vue de la Terre, ce n'est pas vraiment un impact. Eh bien, modifier la trajectoire, on saura le faire dans quelques dizaines d'années. Donc je pense qu'il faut quand même y aller avec sérénité. Nous sommes de la génération de ceux qui vont être capables de se prémunir contre ce genre de catastrophe. Donc c'est remarquable. Anaïs? Oui, alors on a une question de Florent cette fois-ci qui nous demande: les scientifiques ont-ils imaginé des façons de se protéger des chutes de météorites ou c'est encore de la science-fiction? L'Agence spatiale européenne est en train de mettre sur pied un programme pour les années qui viennent qui va faire une démonstration précisément sur un astéroïde de la capacité qu'on peut avoir de modifier sa trajectoire. Donc à l'échelle des 10-20 ans, alors ce sera des petits objets, mais des objets typiquement de l'ordre du kilomètre de diamètre, ceux dont on pense que c'est les plus fréquents, si on peut dire, tous les 100 millions d'années, encore une fois, capables d'influer sur le devenir de la Terre. Eh bien, dans 10-20 ans, oui, ça ne sera plus de la science-fiction. On aura mis sur pied différents moyens de modifier la trajectoire à des distances telles qu'effectivement, on interviendra pour que cet objet ne frappe pas la Terre directement. Mais concrètement, comment on peut détourner la menace d'une météorite? C'est relativement facile de modifier la vitesse et la trajectoire d'un objet comme ça. Ils ont beau avoir une taille de l'ordre du kilomètre, il y a beaucoup de moments dans leur trajectoire où une petite impulsion suffit à les faire dévier leur trajectoire initiale. Mais comment? En poussant, en le dérivant comment? Oui, il y a plusieurs idées. Par exemple, on peut effectivement ancrer un système dessus qui, par sa propre poussée, va modifier la trajectoire de l'objet. Par exemple, mettre un lanceur, une fusée, et puis... Exactement, une petite poussée au bon endroit et au bon moment fera varier sa trajectoire. Par contre, pour faire ce genre de choses, il faut avoir des instruments au sol et dans l'espace capables de déterminer avec une très grande précision les orbites, parce qu'il ne devrait pas se planter. Enfin, il ne s'agirait pas de dire il va taper la Terre mais on s'est trompé et quand on corrige la trajectoire, vraiment là il va l'avoir. Donc il faut quand même faire attention. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que les systèmes de surveillance, d'identification, de suivi et de suivi en permanence, pas dire je l'ai vu il y a longtemps, il faisait comme ça. Non, parce que justement il y a Jupiter, Saturne, d'autres planètes qui vont modifier cette trajectoire. Donc il faut être en permanence, avoir cette veille
pour être capable d'intervenir à bon escient et avec le moyen adapté, parce que je pense qu'on est au début de cette histoire de déviation des astéroïdes, et on est en train de chercher des différentes solutions. Alors il y en a qui ont parlé de bombes atomiques, il y en a qui ont parlé de cet effet lié à la peinture, d'autres qui pourraient mettre une voile solaire, d'autres qui pourraient mettre effectivement un lanceur à un endroit précis, etc. Donc tout ça, ça sera... Je pense qu'il n'y aura pas une seule solution, les gens vont explorer les différentes solutions, ça va prendre du temps, et petit à petit, on va adapter les solutions à la menace, à l'intensité de la menace, c'est-à-dire à la taille de l'astéroïde, et à sa situation et à son orbite. Bon, on va quitter un petit peu la menace pour aller un petit peu plus dans le thème de notre émission. Et avant de comprendre en quoi il aurait pu apporter la vie et l'eau sur Terre, on va essayer de comprendre en quoi, finalement, ils sont les archives de notre système solaire. Anaïs, on a des questions. Et oui, on a une question d'Élodie qui demande à quoi sert l'étude des météorites et comment les scientifiques les analysent. Jérémy. Alors, à quoi servent l'étude des météorites ? Déjà, il faut se rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'une météorite, c'est le cœur d'un astéroïde. Il faut se rappeler aussi qu'un astéroïde, c'est un petit objet qui a très peu évolué depuis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le début du système solaire. Exactement. Donc quand on met les deux ensemble, en fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément simple d'aller chercher des astéroïdes là où ils sont aujourd'hui. Et heureusement, en fait, la nature fait que les astéroïdes viennent à nous. Et on les retrouve sous forme de météorites. Donc en fait, alors justement, une fois que vous les avez retrouvés, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous observez dedans? Qu'est-ce que ça vous donne comme information? Qu'est-ce que vous voyez? Alors on voit des roches, on voit des métaux, on voit des molécules, et ça nous dit comment ils se sont formés, ça nous dit à quelle température il y avait au moment où ils se sont formés, ça nous dit du coup ce qui se passait dans le système solaire à ce moment-là, ça nous dit à quelle distance du Soleil approximative ils se sont formés, ça nous dit s'ils étaient chauds, s'ils étaient froids, etc., etc., etc. Et donc, en fait, on est capable de dire, voilà, il y a à peu près 4 milliards et demi d'années, dans le système solaire, il y avait ceci, il y avait telle composition, il faisait telle température, et c'est comme cela que les petits objets et les planètes ensuite se sont formés. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse précisément à ces archives? Bon, le fait que ce soit des archives, je crois que c'est bien clair, c'est des objets qui ont, pour l'essentiel, très peu évolué depuis ce temps-là. En quoi est-ce que le fait qu'ils aient peu évolué nous intéresse? À nouveau, ce qui est en train de changer de mon point de vue, c'est l'idée qu'on se fait de l'unicité de la Terre ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à partir justement d'un nuage qui s'effondre, qui va donner une diversité d'objets initiale, on arrive à avoir des chemins d'évolution différents. Et ça, il faut bien comprendre, ça prend peut-être une minute de le rappeler, mais c'est important. Pendant très longtemps, la Terre était unique, c'était le centre du monde, puisque tout tournait autour. Et puis il y a eu toute cette révolution avec Copernic, Bruno, Galilée, qui ont proposé tout à fait autre chose, qui ont dit tout d'un coup, non, c'est pas du tout comme ça. Tout tourne autour du Soleil, mais surtout, il y a des soleils partout dans l'espace, les lois sont les mêmes partout, donc en fait, il n'y a rien de particulier à la Terre. Et tout d'un coup, on est arrivé avec cette idée qu'il y a partout dans l'espace des terres, il y a partout dans l'espace ce que l'on va voir, de la vie, etc. Et on a construit pendant 4 siècles toutes les raisons de justifier que Copernic, Galilée, etc. avaient raison. Et maintenant qu'on a les moyens d'aller voir sur place, on revient à quelque chose de très différent, qui est qu'en fait, ce n'est pas si sûr que ça, que ce que l'on appelle l'unicité des choses est peut-être malgré tout la loi. La diversité que l'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Personne ne pouvait imaginer qu'à partir de l'effondrement d'un nuage qui a donné naissance aux planètes, on irait au bout de 4,5 milliards d'années avec une planète comme la Terre, où il y a des gens comme nous qui sommes en train de discuter de je ne sais quoi, et puis à côté un objet dont on ne sait pas, comme Mars, il a eu de l'eau et ça a pu démarrer, et puis des objets comme Mercure qui sont bourrés de cratères d'impact, qui ne ressemblent pas, et pourtant c'est à peu près le même matériau d'origine. Qu'est-ce qui fait cette diversité? Et c'est quand on recherche ce qui a pu être à l'origine de chemins d'évolution différents, en particulier pour savoir si ailleurs que dans notre système, ailleurs dans la galaxie, il a pu y avoir la même chose, on est obligé de revenir aux conditions qui vraiment ont modelé ce système solaire primordial. Et on essaye de comprendre quels sont les processus dans la manière dont ils ont opéré, qui ont fait que la Terre est devenue la Terre, Mars, comment l'eau s'est formée, comment l'eau est arrivée à la surface, est-ce que c'est un processus général ou pas, est-ce qu'il y a de l'eau partout, est-ce qu'il y a de l'eau liquide partout, est-ce qu'une fois que vous avez de l'eau, il y a du carbone qui arrive, est-ce qu'il faut un carbone particulier, etc. Et c'est pour ça que maintenant on essaie de comprendre ce qu'étaient les processus au démarrage, ce qu'étaient les ingrédients au démarrage qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui pour en parler.
Eh bien, dans cette recherche, on a la chance que dans notre système, à cause de l'évolution du système, on a des objets qui ont préservé, fossilisé ces conditions d'origine. Donc on essaye de les observer et d'en sortir toute l'information. Et qui pourtant pendant longtemps ne semblaient pas très intéressants, on les considérait un c'est-à-dire peu que comme voilà, des objets secondaires. Et ça nous a d'abord donné une information importante, c'est que tout le monde a le même âge à peu près. C'est-à-dire que les météorites viennent des astéroïdes, de la Lune, de Mars et de la Terre, on est tous formés au même moment d'un même nuage. Donc ça déjà c'était important. Ouais. Vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait deux grandes théories qui s'affrontaient. Il y avait Kant, Laplace, un mathématicien, un philosophe, qui proposait justement que c'était une nébuleuse en s'effondrant qui a donné naissance au Soleil et aux planètes. Donc il y avait un système. Mais il y avait des gens comme Buffon, vous savez, le grand naturaliste, qui du point de vue de l'astronomie a dit des choses un peu plus controversées, disons, qui lui proposait au contraire, non, c'est pas du tout ça. Les objets ont des âges différents parce que c'est des bouts de soleil qui sont sortis d'une mer discrète. Il a fallu l'arrivée des échantillons lunaires il y a très peu de temps pour que par l'analyse que l'on a fait sur les météorites, sur les échantillons lunaires, sur la Terre, qu'on s'est aperçu que tout le monde avait à peu près le même âge, à 1 million ou 2 ou quelques millions d'années. Donc donner cette idée du système précisément, une grande unicité d'origine. Et ça, c'est une information dont Fantastique. on est sûr aujourd'hui est fantastique. Absolument. Et ça, c'est une des premières choses qu'on a vues avec les météorites. On a pu dater l'âge. Mais mieux que ça, on a pu maintenant, à l'intérieur de cet âge commun, montrer qu'il y a une différence malgré tout de quelques millions d'années. Sur 4,5 milliards d'années, ça ne fait pas beaucoup. Mais qui nous permet de retracer tous les épisodes qui ont jalonné l'histoire primordiale du système solaire. Et c'est ça qui est fondamental parce que c'est dans ce jalon des processus que l'on voit comment la Terre est devenue la Terre. Mars a eu un chemin différent, Vénus, etc. Donc voilà ce que nous apporte la matière primordiale, c'est de comprendre ce qui est à l'origine de la diversité qu'on voit aujourd'hui. Anaïs ? Alors donc les météorites nous apportent des informations sur l'origine du système solaire, mais on a entendu aussi qu'elles sont composées de métaux, de roches, et ça intéresse particulièrement Luc, qui nous demande est-ce que les astéroïdes, dans les décennies, voire les siècles à venir, pourraient devenir la principale source de minerais ? C'est une question qui est tout à fait d'actualité, puisque normalement, il y a un traité de l'espace qui existe, qui a été signé à l'ONU en 1967, qui a été ratifié par plus de 150 pays, et qui, vu de la France au moins, et vu de la plupart de beaucoup de personnes, interdit l'appropriation des corps célestes et des objets spatiaux. Et l'univers est un bien commun de l'humanité. Très prétentieux, mais c'est ainsi que c'est prescrit et c'était signé par toutes les puissances spatiales. Il y a un mois, le Congrès des États-Unis a fait passer un décret, un bill, disant qu'il autorisait l'exploitation des astéroïdes aux industriels américains. Donc c'est passé aux États-Unis, la Chambre des représentants. En quelque sorte, on peut dire que c'est hors la loi, quoi, si on considère qu'il y avait une loi internationale. Alors, ça justement, c'est un des points qui va se discuter, qui se discute, etc. Et bien entendu, le président Obama a mis son veto à cette loi en disant que c'est contraire aux accords internationaux qui ont été passés, notamment OST, Outer Space Treaty, donc le traité de l'espace de 1967. Il n'empêche qu'il y a des cohortes d'avocats qui commencent à peaufiner leurs arguments pour autoriser ce genre d'appropriation. D'utilisation, c'est même pas de l'appropriation. Après, il y a des arguments disant mais c'est pas parce que je vais sur la Lune que je me l'approprie, c'est pas parce que je fais un hôtel avec des gens que je mets dedans que je me l'approprie, c'est pas parce que je fais un trou. On n'est pas propriétaire, mais on a le moyen technique d'exploiter. Je peux exploiter, etc. Donc, il y aura des arguments, mais disons que c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'actualité, même si la réalité est loin. L'actualité légale et la volonté, notamment aux États-Unis, de privatiser notamment l'accès à l'orbite basse, éventuellement l'accès au tourisme spatial, etc., fait que petit à petit, on sent que cette chose-là est en train de monter et que ces préoccupations vont, je dirais, émerger dans les 10 à 15 ans qui viennent de façon plus drastique. Donc très bien, merci. On a dérivé un petit peu, nous aussi on est sortis de notre orbite, mais en même temps la question de notre internaute était très intéressante. Alors je voudrais qu'on avance un peu parce que pour connaître cette fameuse matière, on a vu qu'on pouvait la récupérer sur le plancher des vaches, mais on peut aussi aller la chercher à travers des missions, mais qui sont complètement folles, quoi. Si on prend Rosetta, on envoie une sonde ou un satellite depuis la Terre qui voyage pendant 10 ans, ou plus de 10 ans, et qui va aller se poser sur un petit caillou qui s'appelle Tchouri, qui fait combien 4 km de diamètre, c'est ça? Sauf que c'est pas un diamètre, oui. Parce que Bon, c'est pas vraiment rond. C'est pas rond, on est d'accord, mais enfin, je sais pas, bon, dans sa plus grande largeur. Voilà, exactement. Bien joué. Alors, vous vous rendez compte, quel travail complètement fou. Alors, on fait ce travail depuis longtemps. Il y a eu aussi la sonde Giotto, il y en a eu bien d'autres, américaines, japonaises, etc. Je crois qu'il y en a certaines qui sont revenues aussi avec de la matière, directement, sur Terre.
Et puis, il y a Rosetta. Racontez-nous un petit peu ce parcours avant de Rosetta, parce que c'est un exploit technique quand même, ça. Quand on a conçu la mission Rosetta, c'est dans les années 80, il faut voir, ça fait pratiquement 30 ans, c'était pour une raison scientifique qui provenait précisément de ce qu'on venait de faire. C'est-à-dire qu'on venait de faire le survol d'une comète, la comète de Halley, en 86. Pour la première fois, on avait le moyen non pas de se ralentir, de se poser encore à l'époque. Le spatial était tout jeune en 86, il a une vingtaine d'années. On pouvait aller à la rencontre. On a été à la rencontre et tout d'un coup, on découvre qu'un objet que l'on croyait être fait essentiellement de glace et de glace d'eau, et on a une bonne raison de le penser, c'était le plus sombre des objets du système solaire. Si vous allez voir le Mont Blanc, il est blanc et on comprend pourquoi. Là, tout d'un coup, vous tombez sur un objet qui est aussi riche de glace que le Mont Blanc et il est aussi noir que le pull de mon voisin ici. Et même peut-être plus que cela. Et tout d'un coup, on se dit, mais c'est incroyable. Là, comment se fait-il que de la glace puisse être si sombre? Et les gens ont réalisé, nous-mêmes, qu'en fait, si c'est le cas, c'est que dans cette glace peut-être majoritaire, il y a des molécules carbonées qui sont peut-être très absorbantes, un peu comme vous avez quand vous faites de la cuisine sur votre brûleur, au bout d'un moment, la graisse devient sombre et puis il faut frotter dur pour l'enlever. C'est très stable et réfractaire. C'est peut-être ça qui est fait de... Et tout d'un coup, on se dit, peut-être que ces molécules, arrivant ensuite à s'ensemencer dans les océans terrestres, ont peut-être joué le rôle de le fameux schéma manquant pour aller vers le vivant. Et on s'est dit, mais il faudrait pouvoir aller sur place, récupérer, le ramener et l'analyser. Et c'est comme ça qu'on a conçu une mission. Et assez rapidement... Vous voulez dire qu'on n'y est pas allé pour l'exploit technique, mais dans un but bien précis de chercher des informations scientifiques. Et on n'a pas été capable à l'époque, parce qu'on le faisait entre la NASA et l'ESA. La NASA nous les a laissés tomber, et donc on ne s'est pas retrouvé seul, capable d'aller sur place, de se poser, de prendre de la glace, de la rapporter. C'était trop compliqué dans les budgets que l'on avait. Et on s'est dit, si on ne peut pas faire ça, on va faire autre chose. On va fabriquer un laboratoire, si on ne peut pas ramener les échantillons, on va prendre un laboratoire pour aller l'analyser là-bas. Et c'est ça qui a été fait dans les années 80. Mais bien sûr, surtout dans les années 80, on n'avait pas encore les techniques capables de faire ça très proprement. Et donc, on a fait ce qu'on a pu. Il a fallu moins de 10 ans pour le faire. C'est parti, ça devait partir en 2002, c'est parti en 2004. 10 ans de croisière pour arriver à la rencontre d'un objet pour lequel on pouvait ralentir suffisamment pour le suivre après dans son chemin autour du Soleil, faire ce qu'on appelle un rendez-vous. Donc ça, on sait le faire. Mais le plus compliqué, bien sûr, après, c'est qu'une fois qu'on était tout prêt, il a fallu aller poser un engin. Et poser un engin qui a été défini il y a plus de 20 ans, 30 ans, avec les techniques de l'époque. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est Philae. Vous savez, pour poser un engin, on voulait le poser en plus très loin du Soleil parce qu'on voulait analyser l'objet avant que le Soleil l'ait modifié. C'est tellement loin qu'il fait très froid, moins 150 degrés. Faire travailler de l'électronique à moins 150 degrés, ça n'avait jamais été fait. Donc il a fallu concevoir tout ça. Vous savez que pour fabriquer un système qui se pose, travailler, il y a 10 instruments à bord, il faut gérer de l'énergie, il faut gérer des télécommunications, faire tout ça. Vous savez ce qu'on a comme moyen de calcul à bord ? 4 mégaoctets. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un mégaoctet, c'est à peu près le contenu d'une image. 4 mégaoctets, c'est 1000 fois moins que ce que vous avez dans votre téléphone. Eh bien ça, c'est la mémoire dont on disposait à l'époque, dont on dispose aujourd'hui, pour faire l'ensemble des opérations dont on a besoin là-bas. C'est ça qui était compliqué. C'est de fabriquer un engin, dans les techniques des années 80 et 90, capable 20 ans plus tard de faire ce que l'on pensait être nécessaire 20 ans plus tard, c'est-à-dire analyser en détail un objet dont on n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait être. Et surtout se poser sur un engin dont on ne savait pas s'il était mou comme de la barbe à papa ou dur comme du béton. Il fallait concevoir un système qui marche à peu près avec tous les cas de figure. Et comme vous le savez, peu ou prou, ça a fonctionné. Michel et Jérémy, quelles sont ces missions qui vous paraissent les plus spectaculaires ou les plus étonnantes? Philae, c'est quand même la mission de l'année, enfin des 2 années ou même de la décennie, c'est quand même quelque chose d'énorme. Il y a d'autres missions très passionnantes. Bien sûr, il y a les Japonais avec les missions Hayabusa, puisqu'il y a Hayabusa 1 qui a rapporté des échantillons. Il y a Hayabusa 2 qui est reparti avec des instruments faits à l'IAS, entre autres, et puis partout en France et dans d'autres pays, qui va rapporter des échantillons en 2021, si je me rappelle bien. Il y a Stardust, il y a énormément de missions. Je me concentre de celles qui ont étudié ces objets primitifs et qui intéressent l'exobiologiste honoris causa que je suis, c'est-à-dire où il y a de l'eau et du carbone. Simplifié, voilà. Donc s'il y a de l'eau et du carbone, c'est de l'exobiolo. C'est de l'exobiologie. Donc voilà, ce sont des missions qui sont absolument formidables. Mais derrière, on va parler des hommes et du travail. Il y a toutes sortes de travail, et ça commence par le comptable. Donc il fait aussi partie de l'équipe. Non, mais il faut voir que souvent il y a des gens qui me parlent de travail dans le spatial, etc. Il y a tout un pan de management, de gestion, etc., qui est aussi important pour garantir l'arrivée des résultats scientifiques et leur exploitation, parce que de temps en temps, ils peuvent arriver sur cette mais à chaque fois, ce sont des véritables aventures scientifiques, bien sûr, mais des aventures humaines aussi. Il y a des missions, vous, qui vous étonnent encore, parce que vous baignez tellement dedans qu'on a l'impression parfois que vous trouvez ça complètement normal.
Ah bah, pour moi, Rosetta, c'est la mission par excellence oui, de la décennie, j'ai envie de dire. J'avoue qu'il y a une certaine fierté à pouvoir dire que voilà, c'est une mission 100% européenne. C'est, à mon avis, la plus ambitieuse des missions à destination des petits corps. Voilà, se mettre en orbite autour d'une comète, c'est une orbite très instable, c'est très compliqué. Aller se poser dessus, j'ai envie de dire, c'est encore pire. Moi, je ne suis pas dans les équipes qui exploitent directement les données, mais à chaque nouvelle image, je fais un saut au plafond, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Dans quel état vous êtes au moment? Parce qu'en plus, dans ces scénarios-là, il y a du suspense. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça communique? Mince, on est tout près du but. Et puis, le petit robot, là, il nous envoie plus d'informations. Dans quel état d'esprit vous êtes dans ces cas-là? Celui que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on a un rêve, et on savait pour cette mission que le rêve était probablement très loin de la réalité, il était très risqué. Et en fait, l'engouement populaire, c'est, je crois, qu'on a réussi à faire partager cette notion de risque. C'était tout sauf sûr qu'on y arrive. Mais on avait, pour nous, qu'on avait mis tout ce qu'on pouvait au maximum. Mais bien sûr, à partir du moment où on commence à dérouler la dernière phase, c'est un travail de tous les instants qui a duré 4 jours et 4 nuits, où on avait toutes les minutes, on avait le devoir de recevoir, de modifier. Il a fallu s'adapter à la réalité en permanence. C'est ça qui était très compliqué. Donc on n'avait pas vraiment le temps de prendre du recul par rapport à ce qui se passait, sauf qu'il y avait tellement de gens autour qu'il fallait aussi raconter l'histoire, donc on prenait la mesure de ce qui se passait. Non, mais réellement, actif, quoi. voilà, le problème c'est qu'il fallait en temps réel être capable de comprendre ce qui se passait et surtout de modifier ce qu'on avait prévu. Parce que rien de ce qui est arrivé n'était vraiment prévu. Il faut être suffisamment flexible, comme on dit, souple, dans la capacité de réagir. Et c'est ça qui a été très compliqué dans les dernières périodes, c'est de fabriquer un système qui nous permette de réagir à ce qu'on savait être la réalité. C'est une réalité différente de celle que qu'on avait envisagée. Toutes les étapes du spatial sont des étapes intenses sur le plan humain. Et moi, comme quand on est dedans, quand on est dans le projet, ou très proche du projet, comme j'étais très proche du projet Rosetta, je veux dire, chaque instant est une émotion énorme. C'est ça la réalité. Et on a toujours la trouille et l'espoir, et puis c'est ça qui fait vivre. Anaïs, on continue sur Rosetta, hein, je crois. Exactement, parce que David nous a envoyé un message. Il nous a demandé où en est-on actuellement sur l'exploration de la comète Chury. C'est-à-dire au final, au-delà de l'exploit technique, qu'est-ce qu'elles nous ont apporté comme information? Rosetta nous dit, je crois, 2 choses très importantes. D'une part, effectivement, pour ce qui est de l'eau, on sait que l'eau a été très importante pour la vie sur Terre. On sait que l'eau a dû être apportée dans le système solaire primordial de l'extérieur. On sait qu'il y a de l'eau sur les comètes. Là où se sont formés la Terre, Mars, etc., le matériau était trop proche du Soleil pour que l'eau soit stable à l'état de glace. C'était que de la vapeur. Et quand les grains ont grossi pour faire les planètes, s'il n'y avait rien qui venait de l'extérieur, on ne serait pas là pour en parler parce qu'il n'y aurait pas eu assez d'eau. Il a fallu que l'eau arrive de l'extérieur. Arrêtons-nous un petit peu sur cette histoire de l'eau pour être bien clair. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On estime qu'une grande partie de l'eau qui est sur Terre est d'origine extraterrestre. Non, je n'ai pas dit extraterrestre, vient des couches extérieures de notre propre système, D'accord. loin du Soleil, mais bien sûr dans notre Soleil. Vous savez, il y a toujours, c'est un problème de sémantique. Mais n'était pas sur Terre à l'origine. Elle était sur Terre dans la croissance de la Terre. C'est ça que je voudrais peut-être dire d'une manière plus précise. L'eau comme molécule, c'est un constituant très présent partout dans l'univers. Vous savez, près d'une étoile H2O, comme tout le monde le sait, c'est quelque chose qui existe partout. Mais de l'eau à l'état liquide, et souvent dans le langage, quand on dit eau, on veut dire de l'eau liquide, oui. C'est quelque chose qu'on a pensé pendant très longtemps être aussi très général. Il doit y avoir de l'eau liquide partout. Et maintenant, on comprend que c'est très compliqué d'avoir de l'eau à l'état liquide. Que dans le système solaire actuel, à la surface d'un objet, il n'y en a qu'un, la Terre. Il n'y en a nulle part ailleurs à la surface. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a pu y en avoir ailleurs que sur Terre, très tôt dans l'histoire ? Peut-être sur Mars, on pense, mais c'est le sujet peut-être d'une autre émission, mais qui sera aussi passionnante, je dirais. On a identifié sur Mars des terrains qui ont préservé probablement la mémoire du fait que très tôt dans son histoire, Mars a dû être aussi recouvert d'eau. Mais pour des raisons qu'on peut expliquer maintenant, ça n'a pas duré très longtemps sur Mars, alors que ça a duré jusqu'à aujourd'hui sur Terre. Et donc on recherche déjà, est-ce qu'il y a de l'eau ailleurs? Mais s'il y a eu de l'eau sur Mars, comme il y a de l'eau sur Terre, c'est qu'il a fallu que cette eau vienne pendant la croissance même de l'objet, qui est devenu la Terre, de l'extérieur, non pas de notre système, mais des couches extérieures de notre système, au-delà de l'orbite, on va dire, de Jupiter aujourd'hui. Et donc il y a eu cet apport de ce matériau. Mais ce qu'on se dit, c'est que si l'eau arrive de ces objets-là, il n'y a pas que de l'eau qui arrive, il y a plein d'autres choses qui arrivent.
Et ce que nous dit Rosetta, c'est justement cette autre chose. Qu'est-ce qui a pu arriver avec l'eau? Et ce que Rosetta montre, et d'une manière extraordinaire, c'est qu'effectivement, l'essentiel d'une comète, ce n'est pas de l'eau, c'est une matière carbonée, c'est une matière riche de carbone, d'oxygène, d'azote, comme on le voit maintenant, avec des groupements amines qu'on a dans les acides aminés, qui sont tellement importants pour l'ADN. Et on a du phosphore, et on a du soufre, et on commence à voir la structure moléculaire de ces petits composés-là, qu'on n'imaginait pas à l'époque. Et on a en particulier identifié ce que sont les molécules dont on sait qu'elles peuvent donner naissance éventuellement aux protéines, en tout cas aux sucres, qui sont une étape nécessaire dans la croissance vers ce qui deviendra l'ARN puis l'ADN. Donc Rosetta nous montre que très vraisemblablement, le matériau qui a ensemencé nos océans pour donner lieu à l'émergence du vivant, en tout cas sur Terre, et peut-être ailleurs, peut-être sur Mars aussi, était présent dans le matériau externe au système solaire et s'est formé dans l'effondrement même du nuage. C'est quelque chose qui s'est formé dans notre nuage par un processus très particulier, une chimie très particulière dans cet effondrement-là. Mais on n'a pas encore été au bout de l'analyse de ce matériau-là. C'est ça qu'on va faire dans les semaines et les mois qui viennent. D'accord, donc vous nous avez bien expliqué l'objectif et la raison d'être de cette mission et ce que vous espériez ramener. Et vous avez fait un beau chapeau à tout ce qu'on peut raconter, c'est-à-dire l'origine du vivant et l'origine de l'eau. Mais je voudrais, pour le grand public, pour nous, les béotiens, que vous nous expliquiez quand même une chose. Est-ce que l'eau, elle vient justement des comètes, voire des astéroïdes? Michel Viseau, peut-être, parce que Jean-Pierre, je sais, vous avez tous des réponses, mais on va se répartir un petit peu le... Est-ce que l'eau, est-ce que les océans peuvent venir, est-ce que cette eau qu'on a dans les océans peut venir d'objets comme les comètes? Alors, d'abord, c'est un sujet qui est débattu, qui est discuté. L'eau, à l'origine, donc il y avait de l'eau dans la composition des roches qui ont constitué la Terre. Cette eau, les gens disent qu'elle a en grande partie, elle s'est évaporée parce que notamment la chaleur a fait qu'on a évaporé d'autres composés, comme par exemple certains isotopes du sodium. Donc, ça veut dire que la Terre était pas très riche en eau. Et elle n'est toujours pas très riche en eau. Hein. Il y a de l'eau en surface, mais si on enlève l'eau en surface, la quantité d'eau que l'on connaît sur Terre, c'est une fraction de millième de la masse de la Terre. Et donc, cette eau, on pense qu'elle a été apportée d'une part par les astéroïdes, par les météorites, parce que les météorites contiennent de l'eau, les astéroïdes contiennent de l'eau, et par les comètes. Alors, bon, d'ailleurs, maintenant, on commence à dire que peut-être que certains astéroïdes, c'est des comètes un peu asséchées. Les comètes, etc. on comprend, parce qu'on nous dit toujours que ce sont des astres essentiellement de glace. Les astéroïdes, ça nous paraît plutôt un peu sec. Mais dans la roche, il y a des molécules d'eau, parce qu'il y a l'eau. Toujours pareil, quand on parle d'eau, on parle d'eau liquide. On voit quelque chose qui coule, etc. Mais l'eau, il y en a plein partout. Il y a de la vapeur, on ne la voit pas. Et puis, dans les roches, il y a ce qu'on appelle des roches hydratées, dans lesquelles les molécules d'eau qu'on ne voit pas sont liées. Alors l'exemple type, ce n'est pas forcément dans les météorites, mais c'est les argiles, bien connues sur Mars, mais où les molécules d'eau sont engrainées dans les molécules de silicate ou d'oxydes divers, et qui font ces roches. Donc il y a de l'eau qu'on ne voit pas, mais qui, sous l'effet des impacts, sous l'effet de la tectonique des plaques, sous l'effet du réchauffage, peut se transformer en vapeur d'eau et donc se retrouver dans l'atmosphère d'une façon générale. L'exemple type, c'est le gypse et le plâtre. Quand je prends du gypse, il a des molécules d'eau, je le fais cuire, j'enlève les molécules d'eau, ça fait du plâtre, la molécule d'eau, elle est partie se promener dans l'atmosphère. Donc chaque fois qu'il y a une météorite qui tombe sur Terre, on pourrait supposer, d'après cette théorie, qu'on a un peu d'eau qui arrive. Il y en a toujours un peu. Et pourquoi il n'y en a pas sur la Lune, alors, et tout ça, parce qu'il y a des météorites qui bombardent tout le temps. Mais l'eau, elle s'en va. Il y a la même chose sur la Lune. Il y a la même chose sur la Lune, bien sûr. Partout. Partout, il y a eu la même chose. Mais pour des raisons géologiques, astronomiques, pour des raisons de vent solaire, pour l'absence de champs magnétiques permanents, etc., eh bien, cette eau repart dans l'espace. Et il y en a eu sur la Lune. La preuve, c'est qu'il y a une mission américaine, entre autres, qui a montré que dans les endroits les plus froids, il y avait une condensation de molécules d'eau et il y avait des glaciers qu'on ne peut pas voir. On a réussi à bombarder. Les Américains, c'est assez simple. On bombarde et on voit ce qui sort. Donc ils ont bombardé et ils ont vu qu'il y avait de la vapeur d'eau qui sortait. Voilà. Donc ça veut dire que l'eau, chaque fois qu'il y a une météorite qui s'écrase sur la Lune, l'eau qu'il y a dedans, ou une partie de l'eau qu'il y a dedans, s'évacue sous forme de vapeur au moment où elle se réchauffe, et après, elle s'en va dans l'espace, et puis il y a quelques molécules qui se retrouvent piégées au fin fond d'un cratère, là où il fait noir, là où il fait froid, comme
les molécules de vos aliments sont piégées sur la partie la plus froide de votre réfrigérateur, ça fait du givre. Et bien là, c'est exactement le même On pourrait phénomène. considérer que la totalité de l'eau de nos océans, même si vous disiez tout à l'heure que finalement par rapport à la masse de la Terre, c'est pas énorme, mais cette totalité arriverait des météorites et des comètes. C'est une question qui n'est pas entièrement résolue, mais on pense quand même, il y a quand même une grosse tendance qui dit que c'est... Il y a encore une polémique autour de ça, ou il y a un accord, on dirait comment, un consensus il y a des discussions scientifiques. La polémique, il y a des discussions scientifiques parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui plaident en faveur de ça. Et puis il y a des gens qui trouvent qu'il y a des arguments qui plaideraient un peu plus en faveur d'une eau qui serait sortie du manteau, etc. C'est pas une polémique où les gens ne sont pas à se tirer dessus, etc. C'est vraiment un débat scientifique. Ouais. Actuellement, je dirais que le débat scientifique, avec les connaissances qui sont acquises, penche plutôt, avec tout un tas d'arguments, sur cette origine de l'extérieur du système solaire pour l'eau qui est arrivée sur Terre. D'accord. Anaïs. Alors, on a compris que l'eau, c'est une question polémique, mais il y a une autre question polémique du coup, c'est la question de Céline. La vie est-elle apparue grâce aux composés apportés par les météorites qui se sont écrasés sur la Terre? Est-ce qu'on sait répondre à cette question? Là, on y est en plein dedans. Je ne sais pas si on peut dire polémique, vous venez de le dire, ça prête à discussion, mais... alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? On est au cœur de vos sujets, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qui va, Michel? Alors, c'est quoi cette histoire là, de la vie qui pourrait arriver de... Alors, on va d'abord évacuer un truc. D'abord, il y a eu une théorie qui s'appelle la panspermie. La panspermie, c'est la théorie selon laquelle des organismes vivants auraient pu venir de l'extérieur de la Terre, tomber sur Terre et développer donc sur Terre une vie extraterrestre qui aurait une origine donc sur une autre planète, Mars, voire ailleurs, et on ne sait pas ce qu'est cet ailleurs. Donc ça, c'est une théorie qui a fait florès au début du siècle, qui est reprise de temps en temps. Il y a des arguments qui disent que ce n'est pas impossible. Bon. Le siècle, c'est le XXe siècle. Le XXe siècle. 20e siècle. Début du XXe siècle. Il y a encore des gens qui font de la panspermie, mais au début du XXIe siècle. Mais bon, disons qu'on considère que cette chose-là n'est pas réaliste. Elle n'est pas totalement impossible, mais on considère, je dirais, dans le milieu scientifique, d'une façon générale, que ce n'est pas réaliste. Donc, par contre, on s'est aperçu, à travers des gens qui font donc là, vous voulez dire que ce seraient des bactéries directement qui seraient arrivées, des champignons, oui, des bactéries qui seraient tombées, et bien après, elles auraient évolué. Elles auraient trouvé de l'eau, un endroit sympathique, la bonne température, des nutriments, et plouf, c'est parti. Bon, ça ne résout pas le problème de l'origine de la vie. Hein. La deuxième hypothèse, c'est que on est passé d'une abondante variété de molécules chimiques à des êtres qui étaient capables, à un moment donné, enfin un système, des êtres c'est autre chose, mais un système qui est capable de faire plus de soi-même par lui-même. C'est-à-dire qui est capable de prendre des molécules un peu bizarres autour de lui et de fabriquer des molécules semblables à ce qu'il est. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le démarrage de la vie. Alors après, il peut y avoir une membrane qui se fait autour pour faire un individu. Donc c'est la première bactérie, pour simplifier. Et puis après, ça peut avoir des bactéries qui se mettent à parasiter d'autres bactéries. Et dans ce cas-là, on vient à la cellule, hein, donc aux protozoaires, aux eucaryotes. Et puis après, quand plusieurs cellules se mettent ensemble, elles se différencient un peu. Et ça fait des organismes, ce que nous sommes, c'est-à-dire un ensemble d'organes avec des cellules spécialisées. L'origine de la vie, nous, on se concentre en tant qu'exobiologiste au premier état. On ne s'intéresse pas après. Tout ce qui se passe après ne nous intéresse plus. C'est l'histoire, c'est l'évolution. Vous voulez remonter aux sources. C'est facile. Donc nous, on veut le départ et comprendre cette chimie-là. Cette chimie-là, elle peut avoir à peu près 4 origines différentes. Et pas pour tous les produits. Il y a une origine, alors il y a l'origine, les fumeurs noirs au fond des océans, il y a une grande variété de produits qui sont émis par ces fumées volcaniques, pour simplifier, au milieu de l'eau, avec des gradients de température très importants. Il pourrait y avoir des réactions chimiques qui font des molécules intéressantes. La deuxième, c'est l'atmosphère, c'est Urey-Miller, je mets des choses ensemble, je mets des éclairs au milieu de tout ça, et ça me fait des acides aminés, des sucres, des choses diverses et variées, qui sont des molécules qui sont utilisées dans la vie. La troisième origine, c'est notamment Comeras à Montpellier, ce qu'on appelle le moteur moléculaire. Donc c'est dans une flaque d'eau toute simple, il y a des corps simples, et par des alternances de déshydratation, réhydratation, on arrive à faire des molécules plus importantes à partir de l'acide carboxylique, donc un acide tout simple, et de faire des molécules cycliques et de les faire évoluer. Et la troisième hypothèse... Et la quatrième hypothèse, heureusement qu'il y a un scientifique qui compte, la quatrième hypothèse, donc, c'est qu'effectivement, on a reçu des tonnes, on reçoit à peu près 20 000 tonnes par an de poussière et de météorites sur Terre. Alors, la plupart
La plupart de ce qu'on reçoit, ce sont des poussières infinitésimales qui tombent un peu partout. De quoi qu'il en soit, on retrouve à peu près 20 000 tonnes de poussière et qui sont, allez, mettons, entre 5 et 10% de carbone, de produits carbonés à l'intérieur. Donc ça commence à faire quand même des trucs sérieux. Je n'ai pas dit de bêtises, hein, je pense. Donc ça fait quand même, sur des milliards d'années, ça fait quand même beaucoup de matière carbonée. Ouais. Et donc on pense que ça a aussi joué un rôle. Les produits qui arrivent sont extrêmement divers et extrêmement intéressants. Malheureusement, les techniques, quand on veut analyser quelque chose qui est dans la roche, pour analyser la matière organique, on est obligé de détruire la roche et de dissoudre le système, et donc on est obligé en fait de l'hydrolyser. Donc on n'arrive pas à savoir, on voit qu'il y a des briques, mais on ne sait pas si c'est déjà des chaînes. On n'a pas réussi à montrer si on avait des molécules, je dirais, déjà chaînées comme des protéines, par exemple, qui sont faites avec une succession d'acides aminés, ou si c'était simplement des produits simples. Mais on a des acides aminés. On a des acides aminés, on les a trouvés. On les a trouvés localisés. On les a vus dans la météorite de Murchison, qui est parmi la plus célèbre, mais il y en a plein d'autres. Donc on a des acides aminés, ça veut dire ce que vous disiez tout à l'heure, on est déjà à l'origine de l'ADN. On a à l'origine, alors, un grand nombre de molécules proches ou très proches, des molécules que l'on considère comme essentielles, mais c'est une vision très anthropocentrée, qu'on considère comme essentielles à la vie, on les trouve effectivement dans des corps célestes, dans certains nuages moléculaires, dans des météorites. Techniquement, ça a été vu sur la comète de Halley, ça avait été constaté sur plusieurs, on sait que c'est là. Oui, il y a effectivement, dans toutes les observations, aussi bien dans les météorites que dans l'espace, on voit des molécules relativement complexes. Donc les deux grandes thèses par rapport à ce que vient de dire Michel, je dirais que c'est ça. Ou bien on prend des petites molécules, qu'elles viennent dans l'atmosphère ou des fumerolles, c'est un peu la même chose. Et la Terre se débrouille pour, à partir de ça, en faire des macromolécules et le vivant est inhérent à des processus purement terrestres. Ou au contraire, il faut un apport exogène, on peut dire, qui viendrait de ce que sont les comètes aujourd'hui, mais les comètes ne sont que des représentants de ce qu'était le matériau d'origine, et que ces matériaux-là a déjà précisément des molécules qui ont la bonne propriété, par exemple d'un point de vue purement abiotique, de se casser égale à elles-mêmes, ce qui ensuite donne naissance à ce qu'on appelle la reproduction en biologie, mais qui ne serait pas une propriété du vivant, mais des molécules elles-mêmes qui ont fait ça. Et c'est ça ce qu'on essaie de regarder maintenant, c'est est-ce que ce matériau extraterrestre nous apporte quelque chose d'un degré qui est de complexité, qui est justement celui dont le vivant sur Terre, en tout cas, a eu besoin. Mais ce matériel organique, ces acides aminés, ils auraient pu se développer dans un univers interstellaire où les températures doivent être extrêmement réduites. Non, parce que quand vous voyez quelque chose dans le milieu interstellaire, ça ne s'est pas formé là. Ça s'est formé dans un endroit où il faisait chaud, bloqué dans des grains qui ensuite peuvent voyager. On retrouve d'ailleurs la fameuse idée de la panspermie dont parlait Michel. À partir du moment où vous avez un organisme qui est fabriqué, mais ça peut être un organisme, ça peut être simplement une molécule un peu complexe, bloquée dans un grain, en fait, elle peut voyager très longtemps et elle peut voyager très loin. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que des organismes vivants, dès qu'ils sont formés ici, peuvent se retrouver nécessairement ailleurs, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Et du point de vue de la chimie organique, en tout cas, oui, il y a une possibilité de faire voyager dans un espace qui est très froid, un espace où en principe rien ne se passe du point de vue de l'évolution chimique, on peut faire voyager des choses qui ont été formées dans des environnements plus favorables, dans l'environnement d'une étoile ou d'une planète extrastellaire. Ce n'est pas impossible que de tels grains, ensuite, que l'on voit flotter dans l'espace, contiennent des molécules qui ensuite, dans un environnement particulier, peuvent poursuivre leur évolution vers ce qui sur Terre est devenu le vivant. Donc on peut dire qu'aujourd'hui on a une très forte hypothèse ou des études très fortes sur les possibilités d'origine de la vie sur Terre qui viendraient de ces objets. Je dirais d'une contribution de tout ce qui vient de ces objets à l'apparition, à l'émergence de la vie sur Terre. Ah, forcément, ça nous emmène vers des questions qui me paraissent... Anaïs pense qu'on y va là. Ouais, tout ça semble avoir fait rêver un petit peu Tim qui nous a envoyé un message et nous a demandé si les briques du vivant viennent de l'espace, alors pourquoi la vie ne se serait pas développée ailleurs que sur Terre? Vos avis? Moi, j'ai envie de dire, c'est le rêve peut-être de beaucoup de scientifiques, hein, justement, d'arriver à démontrer que la vie est apparue ailleurs que sur Terre. Voilà, c'est une question qui hante et qui fait rêver beaucoup de gens. S'il y a toutes ces études, c'est parce qu'on a envie de savoir si c'est réellement de la science-fiction ou de la science tout court. Vous en pensez quoi, vous, aujourd'hui, de ça, de cette théorie, même si vous ne travaillez pas directement dessus? Mais moi, je dis toujours, vous savez, le scientifique qui arrivera à répondre de manière certaine à cette question sera
le plus célèbre des scientifiques de tous les temps, de l'humanité avec un grand H. Parce qu'on commence à comprendre des processus qui ont œuvré chez nous, peuvent se généraliser, et qu'à ce moment-là, si ça vient d'ailleurs, ça pourrait être très général. À nouveau, il y a deux approches là-dessus. Il y a une approche qui était purement dogmatique tant qu'on n'avait pas des moyens d'observer réellement, qui était basée sur des dogmes et non pas sur une approche qui permettait vraiment d'avoir une représentation des prédictions observationnelles, etc. Et c'est celles qui ont dominé dans nos sociétés pendant en fait des millénaires, puis des siècles. D'abord, il n'y a que sur Terre parce que la Terre est unique, puisqu'elle a été créée en plus, comme ça, etc. Et puis, il y a 4 siècles de physique qui tentent à montrer qu'au contraire, partout il y a les mêmes lois, partout les mêmes processus. Donc, s'il y a partout les mêmes processus, il n'y a aucune raison qu'on soit unique. Donc, il y a des terres partout, donc il y a de la vie partout. Et quand l'exploration du système solaire a démarré, c'était réellement le dogme. Souvenez-vous que la première grande mission de la NASA pour Viking, pour aller voir Mars, ce n'était pas pour savoir s'il y a de la vie sur Mars, tellement on était convaincus qu'il y avait de la vie sur Mars. Et elle date de 1976, ce n'est pas quand même de la préhistoire. Ouais. C'était pour caractériser la vie martienne, c'était pour savoir de quel métabolisme il s'agit. Est-ce que c'est du gaz carbonique qui devient de l'oxygène ou est-ce que c'est de l'oxygène qui vient du gaz carbonique? On a été déçus en arrivant. Et on a été déçus et ça a commencé à ébranler ce dogme du fait que partout ayant les mêmes lois, nécessairement il y a eu les mêmes processus. Et maintenant, on arrive à quelque chose qui ne met pas forcément dans l'autre sens, mais tout est ouvert. On essaie de comprendre des processus. Mais ce n'est pas parce qu'il a fallu des ingrédients extraterrestres que les mêmes ingrédients, d'abord, existent ailleurs, et que ces ingrédients suffisent à cela. Par exemple, vous voulez dire qu'il faut les bonnes conditions? Ils font des conditions et d'autres choses. Une chose, par exemple, on sait bien que dans l'ADN, il faut du carbone et de l'eau, ça c'est vrai, mais il faut d'autres choses. Il y a du potassium, par exemple. D'où vient le potassium? Essentiellement du lessivage des continents par la pluie. Ce qui veut dire que déjà, il faut être sur un objet où il peut y avoir de l'eau qui va se mettre sous forme d'évaporation et de pluie, avec des continents qui émergent. S'il n'y avait pas de continent, on n'aurait pas ça, pour arriver à rajouter des cations, comme on dit, dans les océans. Est-ce que c'est particulier? Est-ce que c'est très général? C'est une condition de plus. Et puis ensuite, il y a plein d'autres conditions qu'on est en train de découvrir. Par exemple, il faut du temps pour que la vie se développe. Or, du temps, ça suppose que le climat soit relativement pérenne. Si vous avez des océans ou des flaques d'eau qui, tous les milliers d'années, disparaissent, vous êtes mal parti. Or, on sait, par exemple, que la stabilité du climat, on le doit, ça devient relativement connu, à l'existence de la Lune. La Lune a eu un rôle gravitationnel et a toujours un rôle très important sur la Terre, de faire que vous savez que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour d'un axe qui est incliné de 23 degrés, la latitude des tropiques. Pourquoi 23 degrés? On se demande. Eh bien, 23 degrés, c'est le résultat de toutes les collisions qu'il y a eu au début. Mais pourquoi ça reste à cet angle-là? On sait que cet angle-là, il tourne comme une toupie, mais en restant toujours de 23 degrés. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est la Lune qui stabilise ça. C'est même un Français, Jacques Lascar, qui a montré ça, ça fait 20 ans déjà. Eh bien, le système Terre-Lune est unique pour ça. Nous sommes le seul système où on a il y a plein d'autres lunes, mais aucune lune capable par sa masse de stabiliser ce qu'on appelle l'obliquité, cet angle-là. Mars, par exemple. Dans le système solaire, vous voulez dire? Dans le système solaire. Mars aussi tourne sur elle-même autour d'un axe. Mais on sait que cet axe-là, il voit son angle changer. Il y a 2 ou 3 millions d'années, ce n'était pas 25, c'était 35 ou 45 degrés. Toutes les glaces polaires étaient recondensées sur l'équateur. Vous imaginez que si sur Terre, tous les millions d'années, les glaces polaires se mettent à se balader au niveau des tropiques, ça va changer le climat plus que ce qui ça change maintenant. Et pourtant, on a des grands changements aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'on commence à voir apparaître la séquence de processus qui fait que la Terre est devenue la Terre. Donc il faut bien sûr des ingrédients qui sont peut-être relativement répartis dans l'univers, mais mis dans un contingent qui, lui, peut être éventuellement très particulier. Je ne dis pas que c'est forcément comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'à l'inverse, on est sûr que ce qu'on a vécu sur Terre est absolument unique. Mais il faut quelque part s'y habituer et rechercher justement le côté générique des processus. C'est pour ça qu'on ne fait pas que regarder l'apport des ingrédients, mais on regarde par exemple sur Mars si pendant une petite période, alors que l'environnement était malgré tout différent, il a pu y avoir la même chose. D'accord. Et alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que vous pensez? Si ça peut être l'origine de la vie sur Terre, pourquoi pas ailleurs? Alors, pourquoi pas ailleurs? C'est une question d'exobologie à laquelle on n'a pas la réponse, parce que on sait que les conditions sont quand même des conditions de température, des conditions de pression pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide, des questions de temps pour que ça puisse durer un temps suffisant pour qu'elle puisse s'établir, etc. Il faut que les conditions demeurent pour qu'elles puissent subsister. Donc, rien, a priori, si l'on considère que les phénomènes que l'on a sont des phénomènes très généraux, rien ne s'oppose à ce que
donc connaît dans notre système solaire puisse de façon semblable se retrouver avec des comètes, avec des réactions chimiques avec du carbone dans d'autres systèmes solaires. On en connaît 1600 et quelques aujourd'hui. Donc voilà, on sait que c'est possible. On connaît des exoplanètes. Tous les exoplanètes, etc. Si on a un exosystème exosystème solaire, c'est qu'on a... le système solaire, c'est des étoiles avec des planètes. Donc s'il n'y a pas de planètes, c'est pas un système solaire. Oui, bien sûr, mais il n'y Oui, a on en pas connaît. si longtemps que ça. En fait, il y a quelques dizaines d'années. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne connaissait pas. Première On ne savait exoplanète, pas qu'il y avait octobre des planètes 95. dans- Non, on l'imaginait, mais on n'avait pas détecté. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, le fait d'en détecter, le fait qu'il y ait des planètes autour des autres étoiles, en soi, c'était proposé il y a plusieurs siècles déjà. Et dans l'Antiquité, Épicure le proposait. Donc, le proposer n'était pas vraiment le plus important. Mais ce qui a été bien sûr le pas, c'est qu'on a mis en évidence pour la première fois des exoplanètes. Ça a commencé il y a 20 ans. Et c'est vrai qu'on en fait très régulièrement. On est monté à plus de 2000. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant qu'on les détecte, on découvre quelque chose qui n'était absolument pas envisagé, ni par Épicure, ni par Kant Laplace, ni par nous-mêmes, si je puis dire, il y a 20 ans. C'est qu'il n'y a pas de système équivalent. De même qu'on découvre une énorme diversité dans notre système, que la Terre est différente de Mars, qui est différente de Vénus, etc., de même notre système est différent de tous les autres systèmes. Non pas que les autres systèmes seraient les mêmes, mais que chacun a sa spécificité. Et que la diversité est vraiment la loi à toutes les échelles. Et à nouveau, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il y a de nouvelles lois qui opèrent, etc. C'est partout les mêmes processus. Mais les formes vont être différentes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, avec l'histoire du rôle de la Lune par rapport au climat terrestre. Il y a partout des lunes. Ouais. Mais la capacité pour un objet de modifier une propriété très particulière qui va avoir un effet majeur, ça, eh ben c'est le contingent. Et donc, c'est ça qu'on découvre dans l'espace. Alors, est-ce que ce qu'on appelle le vivant est suffisamment robuste pour pouvoir s'adapter à des conditions qui, malgré tout, sont différentes? On va commencer par regarder dans notre propre système. Et c'est pour ça que je vous dis ce que l'on fait sur Mars en particulier maintenant est fondamental, parce que je suis convaincu que parce qu'on a identifié des terrains qui ont, eux, gardé la mémoire de ce que la Terre n'a pas gardé, de ce qui se passait au début, probablement quand la vie est apparue sur Terre. Si elle a démarré sur Mars, on devrait en avoir aussi la signature. Donc, allons voir si ça a marché. Si on ne trouve rien, bien sûr, c'est toujours compliqué. Parce que si vous ne trouvez rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas. Ça peut dire que vous n'êtes pas assez bon pour l'avoir trouvé. Mais quand même, si on va dans les terrains les plus favorables et qu'on voit qu'effectivement tout s'est passé, mais que le carbone est toujours resté le même et qu'il n'y a eu aucune évolution, ça nous dira bien qu'on n'est pas encore au bout de tous les ingrédients qui existaient sur Terre, qui n'ont pas existé ailleurs. Et ça va probablement diminuer la possibilité qu'ailleurs dans l'univers et même dans notre propre galaxie, il y a eu la même chose. Si en revanche, on trouve sur Mars la possibilité d'une évolution de la matière extraterrestre vers quelque chose que nous qualifions déjà, comme Michel vient de le faire, de prébiotique, voire même de vivant, au niveau du métabolisme, alors ça voudra dire qu'effectivement le processus en place peut être effectivement à l'échelle au moins de notre galaxie capable d'être actif ailleurs. Donc ça va changer les choses. Donc voilà comment on avance. Ça ne sert à rien de dire est-ce que vous pensez ceci ou cela. On met à poste maintenant les expériences qui vont être capables de valider ou d'infirmer cette théorie. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au public. Si vous voulez en savoir plus ou des informations un petit peu différentes, je vous renvoie vers notre dossier de la semaine consacré aux comètes et aux astéroïdes. Excellente semaine et à bientôt. Ciao.